Pour certains d'entre nous, choisir une carrière ressemble à un immense saut dans l'inconnu. Allez-vous choisir la bonne formation ? Travailler dans le secteur le plus prometteur? Trouverez-vous quelque chose qui vous passionne tout en ayant un énorme potentiel financier pour devenir une personne ultra fortunée? La raison pour laquelle vous vous posez ce genre de questions et faites face à ces défis, c'est à cause de votre point de départ. C'est un point de départ avec une valeur nette moyenne. Et si je vous disais que nous pouvons prendre exemple directement sur des personnes qui ont un point de départ beaucoup plus privilégié? Je rentre à la maison maintenant. Et appliquer leurs meilleures pratiques à notre trajectoire professionnelle et entrepreneuriale. Supposons que vous êtes à l'aise financièrement, sans avoir franchi la barre des 100 millions, mais avec quelques dizaines de millions à votre nom. À ce stade, surtout si vous avez une famille et des enfants, il s'agit avant tout de préserver votre patrimoine. Vous voulez vous assurer que l'argent fructifie de lui-même et qu'il puisse être transmis aux générations futures. Il y a juste un problème. C'est en fait très intéressant. Si vous regardez les statistiques, elles disent qu'environ 70% de la richesse familiale sera gaspillée par la deuxième génération de la famille. Et lorsque cela atteint la troisième génération de la famille, environ 90% de cette richesse sera perdue. Quand il s'agit de préserver le patrimoine, nous savons généralement qui fout tout en l'air. La génération suivante. Alors, que faire? Tout d'abord, vous voulez protéger votre fortune des impôts. Ils peuvent éroder votre richesse au fil des décennies. Vous pouvez essentiellement considérer le gouvernement comme une entreprise, en fin de compte. Le gouvernement est la plus grande entreprise, détenant le monopole de la violence, et vous n'avez aucun recours. Combien souhaitez-vous donner à cette entité? Ensuite, vous vous assurez d'inculquer le bon état d'esprit à la prochaine génération. Empêchez-les de devenir uniquement des célébrités sur OnlyFans ou de se jeter sur l'action GameStop. Enfin, et c'est là que nous devons commencer à prendre des notes, vous les préparez à une carrière prometteuse qui leur apporte un but et la prospérité. Dans le passé, l'une des façons dont cela fonctionnait était, par exemple, que vous appeliez quelques personnes que vous connaissiez et placiez votre fils dans une prestigieuse société de capital investissement, afin qu'il puisse profiter de la vague des LBO et s'enrichir. Vous connaissiez tout le monde dans le capital investissement car vous aviez bâti votre fortune en banque d'investissement et financé leur LBO. Mais cette époque est révolue, et les banquiers de Wall Street gagnent aujourd'hui un salaire horaire à peine supérieur au salaire minimum. Alors, que font les riches aujourd'hui ? Les occasions de créer de la richesse sont limitées chaque décennie dans le monde. Vous pouvez mener une belle vie avec n'importe quel métier, mais vous ne pouvez devenir vraiment riche et puissant qu'en profitant d'un nombre limité de bouleversements sectoriels qui n'arrivent qu'une fois dans une vie. Donc, même s'il n'est pas logique de copier Steven Schwarzman ou Elon Musk et de s'attendre à réussir. Je pense que chaque moment dans l'histoire des affaires est unique. Le futur Mark Zuckerberg ne lancera pas de réseau social, ni le prochain Bill Gates un système d'exploitation. Le prochain Elon Musk ne fondera pas une entreprise de voitures électriques comme Tesla. Ce que nous pouvons faire, c'est observer les tendances du marché et les évolutions macroéconomiques, tout comme le font les personnes riches et économiquement avisées. Ils analysent les évolutions macroéconomiques et s'y adaptent. Par exemple, la première vague de LBO débuta au début des années 80 avec les obligations à haut rendement, appelées junk bonds, qui étaient une source de financement clé. Cela a produit une vague de milliardaires comme Jérôme Kohlberg, Henry Krevis ou Michael Milken. À l'heure actuelle, il existe plusieurs évolutions macroéconomiques qui méritent d'être examinées. Je veux me concentrer sur une évolution en particulier qui est exploitée comme la voie professionnelle privilégiée par la génération actuelle des fils et filles de millionnaires. Après cela, nous discuterons des perspectives sur les autres vagues de création de richesses auxquelles vous pourrez participer à l'avenir. Aujourd'hui, environ 8200 entreprises sont soutenues par le capital investissement aux États-Unis. C'est le double des entreprises cotées en bourse aux États-Unis, ce qui montre la proportion relative. Il y a 20 ans, les entreprises cotées en bourse aux États-Unis étaient 4 fois plus nombreuses que celles soutenues par le capital investissement, ce qui aide à expliquer la croissance. Ces dernières années, la tendance s'est accélérée. Les entreprises restent privées plus longtemps. Cela signifie qu'elles ne sont pas accessibles à l'investisseur moyen. Seuls les investisseurs accrédités, tels que les investisseurs providentiels ou les fonds de capital risque et de capital investissement, peuvent investir dans ces entreprises. Et ces dernières années, beaucoup de capitaux ont été injectés dans les marchés privés, tellement que certaines personnes pensent que nous sommes dans une grande bulle. Nous y sommes, ne vous trompez pas.
Eh bien, vous y êtes. Moi, je suis sorti parce que j'ai vendu, mais vous y êtes encore. En plein milieu d'une sorte d'énorme système de Ponzi à multiples variables. Je ne peux nier que les valorisations ont nettement augmenté ces 2 dernières années. Des entreprises entières comme Tiger Global en profitent énormément, et les gens riches aussi. D'abord, demandez à vos enfants de créer une entreprise correcte. Laissez-les embaucher quelques employés. Laissez-les affiner leur instinct de gestion. Et une fois que l'argent commence à manquer, ce qui arrive généralement après 6 à 12 mois, laissez-les faire une tournée auprès d'investisseurs et lever des fonds, principalement auprès de vous, les parents riches. Quoi d'autre? Appelez quelques-uns de vos amis qui ont réussi, qui dirigent une entreprise, et demandez-leur de siéger au conseil consultatif de vos enfants. Maintenant, utilisez l'argent pour dépenser dans des publicités Google et Facebook afin de se fabriquer un récit de croissance. Mettez-le là-dedans, lancez-le, achetez des publicités, blablabla, grandissez très vite, trouvez quelqu'un d'autre, investissez encore plus d'argent, lancez encore des publicités, achetez de la croissance, blablabla. Ne t'en fais pas. Le CAC ou la LTV, ce n'est pas très important à ce stade. Ce qui compte vraiment, c'est que tu sécurises le financement. Tu obtiens la prochaine levée de fonds dans ce système qui est inondé d'argent de capital risque. Et tout simplement, tu montes une start-up médiocre et tu crées la possibilité de vendre quelques actions sur le marché secondaire, ce qui t'apporte au moins une somme à 7 chiffres à ton patrimoine net, tout comme ton père. Maintenant, comment pouvons-nous nous en servir comme point de repère et appliquer cela à nos propres carrières solitaires? Si tu n'as pas grandi dans la haute société, il y a un énorme problème. Dans leur ouvrage « Qu'est-ce qui fait un entrepreneur ?», David Blanchflower et Andrew Oswald soutiennent que le trait le plus commun chez les entrepreneurs est l'accès au capital financier, à l'argent familial, à un héritage ou à un pedigree et des connexions qui permettent d'accéder à une stabilité financière. Même le père de toutes les startups, Paul Graham, l'admet dans l'un de ses célèbres essais. Pas besoin d'être issu d'une famille aisée, ni même de la classe moyenne supérieure pour devenir riche comme fondateur de start-up, mais peu de fondateurs à succès ont connu une pauvreté extrême. Qu'est-ce que nous pouvons en tirer comme leçon? La première chose qui vous permet de prendre plus de risques et d'expérimenter en tant que fondateur, c'est la sécurité financière. Si j'avais dû subvenir aux besoins de ma famille au lieu d'apprendre à coder, ou si je n'avais pas su que tout irait bien, même si Facebook échouait, je ne serais pas ici aujourd'hui. C'est pourquoi, dans les dernières vidéos que je vous invite à regarder, je n'ai cessé de répéter qu'il faut créer une deuxième et une troisième source de revenus le plus tôt possible. Non seulement cela vous procure un bon revenu complémentaire, mais cela vous donne aussi la sécurité nécessaire pour éventuellement quitter votre emploi principal et commencer à créer une start-up. En général, les gens passent à cette étape quand leur activité secondaire rapporte le double de leur salaire actuel. Vous arrêtez d'investir 40 heures par semaine dans votre emploi et commencez à les investir dans la création d'un MVP tout en maintenant un revenu stable grâce à votre activité secondaire. Prenons un peu de recul. Outre le fait que le capital investissement joue un rôle plus dominant dans le parcours de croissance d'une entreprise, quelles autres vagues de création de richesse pourrez-vous exploiter à l'avenir? Le passage à la décentralisation semble être une tendance que vous devriez pouvoir monétiser de manière significative. Je mettrai un lien vers un article dans la description qui pourrait vous inspirer. Une fois que l'UE, que je considère comme le canari dans la mine de charbon, surtout maintenant avec l'administration Biden qui rejoint l'accord de Paris, je pense que cela pourrait changer de manière significative. Vous allez avoir d'énormes incitations économiques à devenir neutre en carbone aussi vite que possible. Le développement durable figure clairement aussi en bonne place sur la liste. Personnellement, je pense que le premier billionnaire sera quelqu'un qui aura créé une entreprise aidant à résoudre le changement climatique. Et à part ça, je ne sais pas, mais quand je le saurai, vous le verrez sur mon Instagram parce que je travaillerai dessus.